Bonsoir Mario, merci de répondre à cette interview qui participe des capsules vidéo sur les essentiels de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent initiée par la SFPADA, Société française de psychiatrie de l'enfant, de l'adolescent et des disciplines associées, dont tu es le président scientifique et nous en sommes très honorés. Et aujourd'hui, nous abordons la spécificité de l'approche avec les adolescents en psychiatrie. Alors, ma première question, ça serait, qu'est-ce qui caractérise l'adolescence en psychiatrie? Alors, il faut dire que l'adolescence est une période vraiment de transformation très intense. C'est comme un chantier en construction. Au niveau du cerveau, au niveau des émotions, au niveau de l'identité, tout ça vraiment évolue à grande vitesse, hein. Il y a une grande plasticité, mais aussi une grande vulnérabilité. Et donc, c'est une période où il y a beaucoup d'opportunités et aussi beaucoup de dangers. Donc là, ce qui est spécifique à la psychiatrie de l'adolescence, c'est être capable de avoir cette double vision, les fragilités, les vulnérabilités et les opportunités. C'est une énergie incroyable, mais il faut être capable de la canaliser et aider ces adolescents à se construire de la meilleure manière possible. D'où l'intérêt d'intervenir à cet âge-là. Alors, quels sont les types d'approches spécifiques pour les adolescents? Alors, il y a beaucoup d'approches et on peut dire que la psychiatrie de l'adolescence est très créative. Parce qu'on peut utiliser déjà des thérapies individuelles adaptées autour des différents modèles qui existent en psychiatrie et en psychothérapie. Euh, donc on a l'ensemble des outils classiques de la psychothérapie individuelle. Mais on peut aussi également utiliser des approches familiales et il faut dire que on ne peut pas envisager la prise en charge des adolescents sans prendre en charge la famille, voire l'environnement dans son ensemble, les entourages dans lesquels l'adolescent vit, tous les différents systèmes qui sont en contact avec l'adolescent. D'un côté, c'est l'adolescent, et de l'autre côté, la famille et l'entourage. Mais on peut également utiliser le groupe. Le groupe est un élément essentiel dans le développement de l'adolescence. Les joue un rôle majeur. Et donc, souvent, on constate que l'utilisation de groupes de psychothérapie, de groupes de médiation, sont un levier majeur de la mobilisation de ces adolescents par la limitation, par la coopération, par le partage et par l'entraînement aux compétences relationnelles qui sont souvent délicates et fragiles à cet âge-là. Donc on peut souvent combiner ces différentes modalités et évidemment on peut utiliser également les traitements pharmacologiques qui peuvent avoir une place plus ou moins importante en fonction des tableaux, en fonction des contextes et donc c'est une possibilité également envisagée dans le cadre d'un projet multimodal. D'accord. Donc, quand tu dis les groupes thérapeutiques avec les pairs, on est d'accord que c'est bien PAIRS, hein, et que effectivement pour les adolescents, c'est parfois plus facile d'être avec les jeunes de leur âge qu'avec des adultes. Donc, même s'ils en ont extrêmement besoin, la relation peut les menacer. Tout à fait, les pairs ont vraiment joué un rôle majeur. Cela dit, la différence entre pair PIRS et pair PERES me fait penser quand même que dans certains modèles de prise en charge à l'adolescence, on peut proposer ce qu'on appelle les groupes multifamilles, dans lesquels les adolescents et les parents en groupe travaillent ensemble selon différents modèles dans lesquels on met les uns les autres sur un pied d'égalité, où tout le monde doit apprendre quelque chose. Donc ce n'est pas l'adolescent qui va mal et les parents qui juste sont des témoins, mais au contraire, chacun doit acquérir de nouvelles compétences, de manières différentes de faire, d'interagir. Et donc c'est aussi quelque chose de très dynamique qu'on constate et est un outil de plus qui se développe beaucoup en psychiatrie de l'adolescent.
Oui, ça c'est très juste. Les groupes multifamiliaux, c'est intéressant et souvent ce qu'un père ne peut pas forcément dire à son adolescent, il va pouvoir le dire à l'adolescent en face de lui et ça aura plus d'impact et ça passera mieux en tout cas. Tout à fait. Dans ces groupes, on peut proposer même des jeux de rôle et faire entraîner les uns les autres à des interactions différentes, faisant jouer souvent l'adolescent avec les parents d'un autre adolescent, ce qui fait que ça permet que les interactions soient moins intenses émotionnellement. Et donc expérimenter aussi des manières différentes d'être et d'être avec des adultes. Oui, donc là encore, on a toute une gamme d'outils à notre disposition, des outils individuels, familiaux, systémiques, groupaux et voire parfois pharmacologiques, même si c'est pas Bien sûr. forcément en première intention. Quelles sont les spécificités de l'approche avec les adolescents? Alors, peut-être une première chose, c'est que la qualité de l'alliance thérapeutique à créer est particulière, dans le sens qu'avec les adolescents, il faut être capable de respecter leur autonomie et en même temps les engager dans une relation qui peut être perçue par l'adolescent comme difficile. Les adultes peuvent être perçus comme ayant un contrôle, un pouvoir sur eux. Donc c'est vraiment un équilibre délicat, respecter l'autonomie, les engager, valider l'expérience émotionnelle qu'ils font. Et en même temps laisser donc s'exprimer l'adolescent aussi avec leur style spécifique. Euh, et là, je pense qu'il faut s'adapter en termes de code, de langage, de manière d'interagir, avec une posture évidemment non jugeante, bienveillante, mais également euh, utilisant la curiosité, essayant d'intéresser l'adolescent à son monde interne, mais aussi aux autres, dont les thérapeutes, dont les intervenants. Donc c'est une posture très intéressante parce que très dynamique. Avec les adolescents, on doit être spontané, on doit être actif, on doit les engager, on doit être nous-mêmes. Donc on peut pas tricher avec les adolescents. Ils sont très sensibles à notre vérité. Et donc c'est quelque chose qui a une grande qualité, une grande richesse, mais qui n'est pas toujours facile à manier parce que les adolescents sont aussi très sensibles à tous ces différents facteurs. Oui, qui donne une posture du psychiatre thérapeute d'adolescent un peu spécifique où il doit être engagé, disponible et voilà, effectivement, c'est bah oui, c'est un engagement très important. Je pense quand même à cette question de la bienveillance, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des moments où il ne faut pas poser des limites? Bien sûr, euh, mais il y a deux types de limites, on pourrait dire. Alors déjà le cadre dans lequel on travaille, dans lequel on a un Hmm. point de repère, euh, c'est les limites donc qu'on peut poser à l'adolescent, mais souvent c'est plutôt les limites que nous nous posons nous-mêmes vis-à-vis de l'adolescent, aussi en étant assez clair sur quelles sont les conditions pour travailler bien avec un adolescent. Et donc, quelles sont les conditions pour travailler. Par exemple, de façon assez transparente, on peut dire à un adolescent que quand il est vraiment dans une grande suicidalité, s'il est engagé dans un travail avec nous, ben que nous avons besoin d'être suffisamment rassurés de la capacité que l'adolescent peut avoir de ne pas passer à l'acte, hein, pour être nous-mêmes suffisamment disponibles, suffisamment présents, sans être en permanence inquiets, avec un système, on pourrait dire quasiment de contagion. Donc, les limites, c'est de deux côtés qui se posent. Le cadre, la limite de ce qui est possible et pas possible dans la relation avec l'adolescent, et aussi les limites que nous avons nous-mêmes quand on est engagé avec les adolescents. Oui, tout à fait, d'accord. Donc être suffisamment contenant, bienveillant, mais suffisamment contenant, Oui. notamment vis-à-vis de la suicidalité, c'est effectivement là où je voulais t'amener. Alors, quel trouble psychiatrique
présentent le plus souvent les adolescents? Alors, d'abord, peut-être, l'adolescence est une période très émouvante, donc il existe des troubles qui sont les plus fréquents à l'adolescence, notamment tout ce qui est les troubles anxio-dépressifs, qui sont et tous les comportements suicidaires qui sont associés aux troubles anxio-dépressifs. Donc ça, c'est peut-être le grand domaine qui sollicite qui amène les adolescents à solliciter des soins, qui s'accompagnent ou pas par tous les troubles du comportement. Souvent, les troubles du comportement sont des manifestations de la souffrance dépressive. Et donc, et d'ailleurs, c'est très important de se syntoniser sur la dimension dépressive sous-jacente au trouble du comportement plutôt que sur l'aspect agressif, hostile, un peu de déviance que parfois certains adolescents mettent au premier plan, alors qu'il s'agit vraiment d'une expression de souffrance dépressive et pas de troubles du comportement social en tant que tel, hein, qui sont beaucoup plus rares à l'adolescence ou bien qu'ils existent. Donc il y a toute cette dimension anxio-dépressive qui implique évidemment tout ce qui est l'évitement social, l'évitement scolaire, qui peut être une vraie problématique à l'adolescence, notamment avec l'éloignement des lieux de développement comme l'école et comme les autres, comme les pairs. Après, il y a évidemment les troubles alimentaires, qui est une problématique qui ne fait qu'augmenter. On l'a constaté pendant la période de Covid. Donc, ce qui touche globalement à l'image du corps, à l'image de soi, à la valeur de soi vis-à-vis des autres. Et ça peut prendre la forme de troubles de conduite alimentaire comme d'autres formes d'anxiété sociale ou de retrait social. Et puis, les troubles émergents de la personnalité, c'est-à-dire les troubles que ce soit du côté de la personnalité ou du côté des troubles les plus sévères comme les troubles bipolaires, voire la schizophrénie. Alors, probablement, cette période de l'adolescence est une période clé où certains de ces troubles, les troubles chroniques de l'âge adulte apparaissent, mais dans la posture des psychiatres d'adolescents, bien que nous soyons attentifs à poser des diagnostics, à identifier des prémices ou des signes prodromiques de troubles, nous sommes dans une posture de mobilité où on essaie d'éviter de trop rapidement poser des diagnostics qui seraient d'emblée un peu non évolutifs. Donc on essaie de garder la porte ouverte à beaucoup d'évolutions, ce qui est le cas, ce qu'on constate. Et quand on pose des diagnostics, on a tendance à poser des diagnostics en les accompagnant fortement avec la psychoéducation sur les troubles eux-mêmes. Et donc, il ne faut pas éviter de poser, il faut pas se retenir de poser les diagnostics quand les critères existent. Il faut les accompagner des enjeux qui sont sous-jacents à ces diagnostics, et puis l'accompagner par la psychoéducation et maintenant au maximum tous les supports d'investissement positif, que ce soit l'école, les pairs, les activités de loisirs, qui permettent de construire des parcours développementaux, de construire l'identité, de construire des relations interpersonnelles satisfaisantes, malgré la présence de troubles qui peuvent être dans certains cas même sévères. Bon, ça, c'est une réponse qui est dense, complexe, et c'est vrai qu'il est à l'image du clinicien hors pair que tu es en matière d'adolescent. Donc, c'est vrai que devant des troubles du comportement présentés par un adolescent, il ne faut pas d'emblée penser à la psychopathie, mais évoquer un trouble anxio-dépressif. Les troubles addictifs, ben, c'est souvent, voilà, ils s'originent dans l'adolescence, donc il faut y être très attentif. Dans ce que tu dis aussi du devenir, il faut être là aussi, ne pas négliger un diagnostic, mais ne pas être prédictif et avoir l'idée d'une évolution, prévenir l'ado
et ses parents dans le sens de la psychoéducation, mais en même temps, il y a un enjeu de continuité du soin aussi, de voir dans le temps comment les choses s'aménagent, s'amendent ou pas. Et ça, c'est aussi lié à l'inscription dans le socius et ce que tu disais, l'inscription dans le groupe des pairs, dans la scolarité, dans ce qui fait la vie d'un adolescent, en fait, qui est pas uniquement au sein de sa famille, hein. Évidemment, il doit sortir de sa chambre. Si Tu on as peut. évoqué quelque chose d'important qui est la continuité du parcours, voire et la transition vers la psychiatrie adulte, qui est quelque chose auquel on doit réfléchir. Ça, c'est un point important parce que bien que certains troubles ne soient pas forcément prédictifs d'un devenir sévère dans la durée, les passages entre adolescence et âge adulte pour les systèmes de soins sont des moments très délicats. Et donc, il faut vraiment que dans les cas où ce passage est nécessaire, il soit préparé avec l'adolescent, avec la famille, avec les collègues de la psychiatrie adulte, pour que ce passage soit le moins problématique possible et que l'adolescent puisse devenir un jeune adulte qui s'engage dans les soins d'une manière probablement différente de quand il était uniquement adolescent, où la place de l'environnement familial est peut-être euh, très importante, ce qui est le cas un peu moins chez l'adulte. Quels sont les défis ou les limites de la prise en charge psychiatrique d'un adolescent? Alors, un premier point, c'est probablement que la relation avec les adolescents est très fragile. Donc, ça peut être très intense, mais on peut elle peut aussi facilement, cette alliance, se fragiliser. Les adolescents peuvent être pris dans ce mouvement double d'autonomie-dépendance. Donc, la relation thérapeutique, elle peut être vécue parfois d'une manière difficile. Donc, souvent, au début, les adolescents viennent un tout petit peu sous la contrainte des parents. La demande vient des parents, donc il faut les engager dans cette relation et en même temps, cette menace un peu de dépendance est toujours présente. Donc ça, c'est un premier point de fragilité auquel il faut faire attention. C'est un défi constant. Un deuxième point, c'est quelle est la place justement de la famille, de l'environnement. Elle est indispensable. Et il faut que la famille évolue au même niveau, au même titre que l'adolescent. Parce que si l'adolescent est confronté au même dysfonctionnement, aux mêmes difficultés interpersonnelles, ça risque de ne pas faciliter l'évolution. Et en même temps, il faut aller vers une autonomie. Donc on a tout cet équilibre à trouver toujours très délicat entre impliquer la famille, mais pas trop pour assurer l'autonomie et l'indépendance de l'adolescent qui se sente vraiment agent de la thérapie. Et puis le troisième défi important, le troisième risque, c'est le risque de s'identifier avec les troubles. L'adolescence, c'est le moment où on construit l'identité et parfois les adolescents peuvent construire leur identité autour de troubles avec une perte de chance, une perte d'ouverture de possible. Et ça, c'est un risque qui n'est pas tant lié au fait de poser le diagnostic, mais c'est comment le diagnostic est vécu, comment il est vu par l'extérieur. Et il y a une forte stigmatisation qui fait que c'est tout un travail un peu délicat à faire avec l'adolescent, la famille, avec aussi l'environnement plus élargi pour marcher avec prudence entre un dévoilement de diagnostic et un risque un peu que le diagnostic devienne un peu une identité qui risque de freiner un peu l'évolution de l'adolescent lui-même. C'est aussi qu'il y a des risques spécifiques, comme tu le soulignais, de suivi des adolescents avec ces risques de rupture, et puis ces passages à l'acte, ces comportements impulsifs qui font que quand on suit un adolescent, on peut avoir 10 coups de fil par jour, hein. Oui, Et il il n'y a faut, pas que les parents, il y a aussi la scolarité, hein, qui peut interpeller le psy d'ado en disant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites. il faut une grande disponibilité, une grande flexibilité. On évoquait tout à l'heure l'importance du cadre, et en même temps, le cadre doit pouvoir s'adapter en permanence en fonction des enjeux.
Et c'est là que c'est une gymnastique délicate parce que bah, il faut parfois tenir, parfois être flexible, sortir du cadre habituel. Avec les adolescents, souvent faire avec est plus utile que avoir une posture moralisatrice qui n'est pas efficace ou une posture savante qui nous éloigne un peu du contact avec l'adolescent. Donc s'engager, ça veut dire aussi trouver la bonne manière d'être présent tout en étant capable de s'adapter, s'ajuster en fonction des contextes. Alors, comment est-ce que tu conclurais cette spécificité de la prise en charge psychiatrique d'un adolescent? Alors, d'abord, je tenais à dire que être psychiatre d'adolescent est passionnant. Euh, euh, c'est la vitalité de l'adolescent, même quand il va mal, donne un boost d'énergie incroyable, même si c'est parfois délicat. Euh, donc c'est comme si il faut s'engager dans une danse. Il faut trouver le bon rythme, il faut improviser, il faut avancer ensemble. Et j'ai un peu cette image de l'adolescent comme une étoile filante. Donc elle est rapide, elle est imprévisible, mais il y a un potentiel incroyable. Et donc il faut pouvoir accompagner l'adolescent de manière à pouvoir exprimer son potentiel, le faire briller comme une étoile, et surtout faire en sorte qu'il ne s'engage pas dans des comportements d'autosabotage, mais au contraire valoriser tout son potentiel, et que c'est peut-être la partie la plus satisfaisante du travail de psychiatre adolescent, c'est d'arriver à valoriser son potentiel et à permettre à ces adolescents de se construire dans des parcours qui sont souvent très, très variés, riches, inventifs, imprévisibles, et participer à ce mouvement est quelque chose d'assez exceptionnel. Merveilleux, la danse des étoiles filantes dans le cosmos de la pédopsychiatrie, ça va nous parler. Merci infiniment Mario pour cette interview illustrée, pertinente, qui nous éclaire sur la spécificité de la prise en charge psychiatrique des adolescents en co-construction avec leurs parents, comme on l'aura bien compris. Merci à toi, Catherine.